Pour moi, c'est quelque part, les maths prennent leur sens, pas si on fait des résultats tout seul et que, voilà, même si on va très loin, etc. Mais que à partir du moment où ça rejoint un patrimoine qui est le patrimoine de tout le monde, hein, qui est ce qu'on comprend des sciences. On fait pas non plus de la recherche juste pour accumuler des médailles ou dire qu'on est très fort. Voilà, pour moi, ce qu'on fait, c'est on construit collectivement un patrimoine de connaissances. Mais ce patrimoine, il doit vivre. Donc, ce patrimoine, il fait partie au même titre que le reste du patrimoine de l'humanité. Bonjour à tous et à toutes. Quel plaisir de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Et bienvenue à vous si vous vous joignez à nous pour la première fois. Aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir Laure Saint-Raymond, académicienne et professeure permanente à l'Institut des hautes études scientifiques, ou IHES dans sa version courte. L'IHES est un institut privé, fondé en 1958, consacré à la recherche en mathématiques, physique théorique et autres sciences connexes. Il accueille tous les ans de nombreuses scientifiques en visite, comptant parmi les meilleurs de leur domaine, et dans son contingent de professeurs permanents également. Il abrite par exemple Hugo Duminil-Copin, dernier français médaillé Fields. Laure y trouve naturellement sa place en tant qu'experte reconnue dans son domaine de recherche. Les problèmes qui l'intéressent appartiennent au champ de la physique statistique. Laure n'étant pas exactement au même stade de la carrière que mes invités habituels, son entretien sera constitué de 2 parties séparées en 2 épisodes. Aujourd'hui, je vous propose de revivre son parcours, depuis le lycée jusqu'à son doctorat, qu'elle nous expliquera, à l'École normale supérieure de Paris, en passant par ses années en classe préparatoire à Henri IV, dont elle garde un très bon souvenir. Elle reviendra sur ce qui a déclenché son intérêt pour les maths, car ce n'était pas évident dès le départ, sur comment certaines rencontres ont orienté son parcours, sur son goût pour la physique, et nous expliquera d'ailleurs sa difficulté à choisir entre celle-ci et les mathématiques. Elle abordera également son rapport au prix dans le monde de la recherche et partagera généreusement avec nous sa vision de la science. Je n'en dis pas plus et vous laisse le plaisir de découvrir. Bonne écoute. Donc là, ça commence. Ok, donc... Ah, et les photos. Faut que je prenne... Ça, c'était pas trop compliqué. C'est que ça va aller. Ok, bon, on va attaquer. Alors, c'est parti. Bonjour à tous et à toutes. Je suis très heureuse aujourd'hui d'accueillir Laure Saint-Raymond, professeure permanente à l'IHES, donc Institut des hautes études scientifiques. Et donc, comment est-ce qu'on se connaît ? Aujourd'hui, c'est un peu un épisode en famille. Puisque donc dans la recherche, on aime bien faire cette comparaison et appeler les directeurs de thèse nos papas et mamans de thèse. Et donc, c'est ma maman de thèse. Ou plus sérieusement, donc c'était l'une de mes directrices de thèse, l'autre étant Florent Berthelin. Alors, je vais rappeler très brièvement le plan de l'émission. Comme d'habitude, on commence par un retour sur ton parcours et ensuite on passera un peu de temps sur ta partie de chercheuse et on terminera avec la carte blanche que tu as choisi d'aborder aujourd'hui. Donc, je suis particulièrement contente de te recevoir parce que, alors d'abord, c'est un épisode en famille, comme je disais, mais aussi parce que, donc, c'était un des angles, c'était d'inviter volontairement des chercheurs plutôt en début de carrière pour... Là, c'est raté. Non, mais justement, j'y viens. Pour parler un petit peu aux jeunes générations et pour qu'ils puissent voir des gens qui étaient, il n'y a pas si longtemps que ça, même si ça commence à faire un petit peu de temps, à leur place. Et là, je voulais finir cette saison avec un profil comme le tien pour avoir une invitée avec un peu plus d'expérience parce que ce qui m'intéresse, c'est ton recul sur le métier et son évolution. Parce que là, on a plutôt décrit à quoi ça ressemble maintenant, mais ça m'intéressait de voir quelqu'un qui le fait depuis un petit peu plus longtemps que nous et qui puisse un petit peu nous expliquer comment ça a évolué, en bien ou en mal. Avoir un peu ton feedback. Donc, on verra ça après, mais on va d'abord, dans un premier temps, revenir sur ton parcours. Donc, tu as eu ton bac en 92, c'est exact. Donc, dans un lycée en région parisienne, je crois. Tu viens de Paris à la base. Dans Paris même. Ok. Alors, donc, petite question. Pas offensante, mais je crois que c'est à peu près à la même période. Est-ce que tu as eu le même bac que moi ou tu as eu les anciens bacs, les bacs Moi, j'ai eu un bac C encore. Voilà, c'est ça. Mais t'étais presque les dernières années, je crois. Je pense que c'était la dernière année. La dernière année, hein, ouais, voilà, c'est ça. Donc, bon, je comprends, hein, puisque moi aussi, maintenant, mon bac n'existe plus, donc... Donc, bac C, c'est l'équivalent de ce qui ensuite est devenu le bac S, c'est ça ? Voilà, exactement. C'était qu'il y avait 2 bacs scientifiques, un bac C qui était plus...
maths physique et un bac D qui était plus sciences de la vie. D'accord. Mais il y avait, contrairement à aujourd'hui, on pouvait faire encore de la physique, des maths et des sciences de la vie en terminale. Oui. Et donc, t'as choisi le bac C, et pourquoi avoir choisi cette filière? Alors, je vais dire que j'avais pas à ce moment-là une idée très précise de ce que je voulais faire. Donc, c'était un peu le choix quelque part par défaut. Alors, c'est un petit peu peut-être péjoratif de dire ça comme ça, mais je pense que ça c'est important de le dire parce que c'est, je pense, un changement majeur par rapport à aujourd'hui. C'est-à-dire que les bons élèves, par défaut, ils allaient faire des sciences. Et après, il y a eu une période où les bons élèves, par défaut, ils allaient faire plutôt du commerce. Aujourd'hui, je sais pas très bien ce qu'ils font par défaut, mais voilà. Donc, je pense que c'était plus une solution quelque part de facilité, où il n'y a pas besoin de trop de réfléchir. Voilà, c'était l'option standard. Ouais. Et donc dedans, comme tu dis, il y avait maths, physique, biologie, enfin sciences et vie de la terre. Et est-ce que il y avait une spécialité à choisir entre les trois? Parce que moi, du coup, j'étais en S, mais j'ai pris spécialité maths. Pour autant que je me souvienne, mais comme tu l'as dit, ça remonte déjà loin. J'ai pas que des souvenirs très précis, mais je crois qu'il y avait essentiellement rien d'optionnel. Mais par contre, il y avait des volumes horaires, je pense, qui sont beaucoup plus lourds que ce qu'il peut y avoir aujourd'hui. Dans mon souvenir, je crois que c'était 9 heures de maths, par exemple, en terminale, sans que ce soit une option. Voilà, c'était un petit peu moins de physique. J'ai plus une idée très précise. Quelque part, le choix entre C et D faisait que c'était une façon de choisir, d'appuyer plus sur les maths et la physique ou plus sur la SVT. Donc, c'était juste une filière différente. Ok. Et donc, quel était ton rapport à cette matière, aux mathématiques au lycée? Honnêtement, je pense que j'étais bonne élève, donc j'ai pas le souvenir d'avoir souffert sur les mathématiques. C'est en général quelque chose qui revient pas mal. Les gens ont un rapport aux mathématiques qui est assez passionnel. Soit ils ont adoré, soit ils en ont beaucoup souffert. Moi, je dirais ni l'un ni l'autre en fait. J'avais des facilités, donc voilà, c'était plutôt tranquille. Mais je peux pas dire que j'avais une passion pour ça. J'ai jamais fait de club de maths, j'ai jamais fait d'Olympiade, de je sais pas quoi. Voilà, c'était pas. Voilà, après quelque part, mes parents, ils étaient tous les deux, l'un mathématicien et l'autre prof de maths, donc c'était pas non plus un truc extraordinaire, mais voilà, j'ai pas le souvenir de quelque chose qui me passionnait particulièrement. Il y avait des matières qui te plaisaient plus que d'autres? Moi, j'ai fait beaucoup de musique, en fait. Au collège, j'étais en classe à aménagée, donc c'était une option pour moi, qui aurait même possiblement pu être, je pense, une option plus professionnelle. Je pense qu'à raison, mes parents ont dit que c'était un petit peu plus risqué, quelque part, donc voilà, mais je peux pas dire que j'avais des matières vraiment préférées. Je pense que ça dépendait pas mal. C'était pas mal la tête du prof en fait. J'ai trouvé qu'il y avait des profs qui étaient intéressants et d'autres moins. J'ai le souvenir de profs de français qui ont fait vraiment des choses passionnantes, des profs d'histoire géo que j'ai beaucoup aimé aussi. Donc voilà, j'ai plus l'impression que c'était pas une question de aimer ou pas aimer le prof, c'est qu'il y avait des profs qui avaient plus de charisme que d'autres, juste. Oui, bien sûr, oui. Et donc là, tu viens de mentionner, effectivement, il me semble que j'avais entendu ça, que tu avais un petit peu hésité avec la musique. Donc, tu t'es plutôt dit que tu allais pas explorer cette voie, plutôt le garder en passe-temps. D'ailleurs, tu continues à pratiquer pas mal, je crois, tu es dans des orchestres, etc. Mais est-ce que tu savais que, par opposition, donc peut-être les mathématiques, tu voulais en faire ton métier, ça? Pas du tout. Ah non, pas du tout. Non, c'était pas une option. Franchement, je pense que je suis allée même après en prépa parce que c'était pareil, quelque part la suite logique pour un élève qui marchait bien au lycée, c'était d'aller en prépa. Voilà, il y a en France ce système de grandes écoles, et puis quelque part le système c'est confortable au sens où si tu sais pas trop, le système décide pour toi en fait. Donc voilà, je suis allée en prépa.
Alors, je pense qu'en prépa, il y a des choses qui ont changé. Je sais pas si on y viendra après, mais voilà, je pense que pour la première fois en sup, j'ai eu un prof qui m'a fait réaliser que les maths c'était amusant, que c'était voilà, qu'il y avait du défi, que c'était un champ, en fait, il y avait un champ des possibles qui était infini, et que ce dont j'avais absolument pas absolument pas l'idée avant de passer le bac. Ok. Tu dirais que ton éveil et ta curiosité ont été piqués pour les mathématiques au niveau des classes prépa, pas avant. Ouais. Ok. Et alors, t'as un petit peu répondu, mais est-ce que tu connaissais déjà un peu les métiers de la recherche? Bon, t'as dit ton père était mathématicien, donc. Mais est-ce que tu savais quand même ce que ça veut dire? Parce que des fois. Non, pas. En fait, je m'aperçois que j'avais assez. Bon, d'abord, mon père est pas quelqu'un de très bavard, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, finalement, je crois que je savais pas trop bien ce qu'il fabriquait. Enfin, je savais qu'il était chercheur. J'avais aucune idée de savoir ce qu'il pouvait chercher. Et voilà, je savais aussi qu'il enseignait à la fac. Mais voilà, en fait, je m'aperçois que je savais pas grand-chose de son métier. Donc non, voilà. Après, je savais que les métiers de la recherche existaient. Il y avait mon père, mais il y a aussi quelques autres chercheurs dans d'autres disciplines autour de moi. Donc c'était pas un truc dont j'ignorais l'existence. Okay. Mais après, concrètement, ce que c'était que le métier de chercheur, en quoi il consistait au quotidien, non, je savais pas trop. Je voyais que mon père, de temps en temps, faisait des petits calculs sur un ticket de métro, mais voilà. Il y a pas beaucoup de place quand même pour le calcul. Ok, donc 92-94, classe prépa à Henri IV. Donc tu nous as expliqué un petit peu finalement comment t'es arrivé là. C'était la suite logique de ton parcours. Comment t'en as entendu parler des classes prépa? C'était assez classique dans ton entourage de finir dans les classes prépa? Ouais, complètement. Enfin, c'était vraiment, je te dis, la suite logique. T'es un bon étudiant, tu fais plutôt des sciences, tu marches bien en sciences, alors tu vas en classe prépa. Et et puis après tu cherches ta prépa quelque part la plus, je sais pas si le mot convient, prestigieuse, ou enfin voilà, qui te donne le plus de chances d'intégrer l'école que tu choisiras pour avoir le choix quelque part. La question, elle est pas de savoir si l'école est mieux ou l'école n'est pas mieux, mais tant que tu sais pas, l'idée c'est de se conserver un maximum de portes ouvertes. Donc voilà, je pense pas qu'on peut lire autre chose dans mon parcours que de reporter toujours à plus tard le fait de choisir. Voilà, c'était la question, c'est quel est le parcours qui me permet de garder le choix le plus longtemps possible. Et voilà, c'est quelque chose qui, je pense, est assez que continuent à faire les gens autant qu'ils peuvent en fait, parce que quand on a 16 ans, on n'est pas forcément très fixé sur ce qu'on veut faire dans la vie. Ok. Et comment est-ce que tu as vécu ton arrivée en classe préparatoire? Parce que ça dépend des personnes, mais des fois, ça peut être un petit peu... Il peut y avoir une marche par rapport au lycée. Toi, comment est-ce que ça s'est passé? Alors, le premier jour, très mal, parce que j'étais pas inscrite sur la liste. Donc voilà, il n'y a pas de place. Il y avait que... Donc, Henri IV, c'est un gros lycée, mais il n'y a que 2 prépas scientifiques, enfin 2 classes de sup. Et donc j'étais ni dans l'une ni dans l'autre. Donc je suis allée dans le bureau de proviseur. Enfin voilà, c'est le jour d'arrivée en classe prépa était pas vraiment le plus agréable de ma vie. Et après il se trouve que d'une part, je pense que j'avais quand même quelques facilités pour comprendre, et d'autre part, moi j'ai été enthousiasmée par le prof de maths de sup. Donc je sais que c'est pas quelqu'un qui faisait l'unanimité, parce que c'est quelqu'un qui était, je pense, un petit peu dans son nuage, passionné, je pense, par ce qu'il faisait, mais c'est vrai que je pense que pour ceux qui avaient un peu plus de mal, la marche, comme tu dis, était grande et c'était assez rude. Mais voilà, par contre, on sentait qu'il était qu'il s'amusait en fait en faisant des maths. Donc voilà, je pense que pour certains élèves, effectivement, c'était difficile. Et moi, franchement, je me suis bien amusée. Donc, je dirais que c'est là que j'ai commencé à m'amuser en faisant des maths. Donc, alors, voilà, c'est toujours pas très cool quand on voit qu'autour de soi, il y a des gens qui s'effondrent un peu. Mais sinon, voilà. Une révélation, c'est un mot peut-être un petit peu fort quand même. Mais voilà, en tout cas, un vrai changement de regard sur la discipline.
Ok. Et en termes d'ambiance, quand tu es arrivé dans la prépa, parce que il y a tous ces clichés quand même qui sont attachés aux prépas parisiennes. Toi, comment est-ce que tu l'as vécu? Est-ce qu'il y avait de la compétition entre les étudiants ou est-ce que plutôt il y avait de l'entraide ou un peu des deux? Pour moi, c'est plutôt un bon souvenir. J'ai trouvé des très bons copains en prépa avec qui j'ai fait beaucoup de musique. Donc voilà, j'ai pas. Alors encore une fois, je pense que cette vision, elle est forcément d'abord un petit peu idéalisée après, parce que on se souvient que des choses qui sont plutôt sympas. Enfin, en tout cas, moi, ma mémoire fonctionne comme ça. J'ai une mémoire sélective et je garde plutôt ce qui s'est bien passé. Mais voilà, j'ai plutôt le souvenir d'une période relativement sympa, aussi parce que ça marchait bien. Donc voilà, peut-être que si j'étais restée, c'est vrai que je pense que tous les gens qui étaient là, c'était des gens qui étaient plutôt des bons élèves en terminale. Ceux qui arrivaient pas à décoller du 2, probablement ils ont pas la même expérience que moi. Donc voilà, je veux pas du tout minimiser le fait que ce système de classe prépa, enfin de mon point de vue, avec le recul, détruit énormément de gens. Donc si voilà, j'ai après assuré la direction des études, même à l'école normale où les gens ont quand même plutôt réussi, je vois bien que c'est un système qui humainement laisse beaucoup à désirer. Voilà, s'il s'agit de mon expérience personnelle, Ouais, franchement, j'ai passé 2 très bonnes années. Mais je pense que c'est tout simplement aussi parce qu'il n'est pas fait pour tout le monde. On a tendance à vouloir, enfin, pas à vouloir, mais c'est ce qui se fait, comme tu disais. Les bons élèves sont poussés vers les classes préparatoires, mais on peut parfaitement être un très bon élève et aller à la fac et s'épanouir. D'ailleurs, dans les gens que j'ai reçus, il y a des gens qui ont fait ça et qui l'ont fait par choix, certains, parce que les classes prépa, ça leur disait rien. Mais c'est vrai que c'est pas la tendance générale et évidemment que ça peut pas correspondre à tout le monde. Il y a des gens pour qui c'est fait et d'autres. Je pense que d'abord ça change, c'est-à-dire que c'est plus systématique que les bons élèves vont en classe prépa. Après, il faut dire aussi que je pense que c'est quelque part une excellente formation. C'est-à-dire que c'est très exigeant et je pense que j'imagine qu'on y reviendra quand on parlera du métier de chercheur, mais c'est un métier qui est très exigeant aussi. Donc apprendre cette exigence, apprendre à travailler, honnêtement, quand on sort du lycée, les méthodes de travail, c'est comme pas ça, quoi. Donc je pense qu'il faut pas tout jeter, mais je pense que humainement, il y a quand même une pression que certains supportent bien, soit parce qu'ils réussissent, soit parce que finalement s'y accommode, ça s'en accommode plutôt bien. Donc je pense que tout le monde n'a pas non plus la même résistance à cette pression. Donc voilà, effectivement, ça dépend beaucoup des gens. Mais en ce qui me concerne, voilà, si je dois dire quelle est mon expérience à moi j'ai passé 2 super années. J'ai gardé des très bons copains. J'ai fait plein de musique. Et voilà, l'ambiance était plutôt sympa. Et donc 94, donc tu intègres l'École normale supérieure de Paris. Est-ce que tu as constaté un niveau de difficulté supérieur quand tu es arrivé là-bas par rapport à la prépa, ou c'était un peu dans la continuité de ce que tu avais déjà un petit peu vécu? C'est compliqué de répondre à cette question parce qu'il y a plein de réponses. Je pourrais répondre oui, je pourrais répondre non, et puis je pourrais répondre plein d'autres choses. Donc je vais essayer de détailler un tout petit peu. Oui, il y avait une marche en termes je pense d'exigence, mais cette marche, elle n'était pas forcément sur une question de niveau, mais sur une question en fait de l'autonomie qui nous était demandée en fait. En prépa, en particulier en spé, donc en sub, j'avais ce prof très très passionné par ce qu'il faisait. Il pouvait voilà, partir dans une direction, décider qu'aujourd'hui il allait expliquer des choses qui étaient totalement hors programme, mais voilà, ça l'amusait. En spé, au contraire, j'avais un prof, je pense qui était sans doute super pour préparer les concours. Je dirais
parce qu'il était très très carré, c'est-à-dire voilà, il faisait exactement le truc dans le programme avec juste ce qu'il fallait un petit peu pour dépasser, pour que on puisse viser les plus grandes écoles. C'était tout était efficace en fait, voilà, et tout était prémâché et efficace. C'était, je pense, c'était si je devrais retenir 2 mots de cet enseignement. À l'école normale, c'est pas du tout ça. C'est des chercheurs qui viennent enseigner, donc il y a des cours très divers, autant que de personnes, voilà, puisque à partir de l'école normale, les maths, elles sont pas enseignées par une personne, mais par une multitude de gens selon la discipline. Et il y a des gens qui, d'abord, sont plus ou moins de talent pédagogique. Il y en a qui sont plus ou moins enthousiastes de ce qu'ils racontent parce que c'est leur caractère ou parce que voilà. Et donc quelque part, c'est difficile d'avoir une réponse unique parce que voilà, puis on découvre que les maths, c'est une galaxie, quoi. Si jamais on se posait la question de savoir s'il y a encore des théorèmes à démontrer, là, on voit que, en fait, c'est un monde immense encore à explorer. Donc voilà, donc il n'y a pas de réponse simple à cette question. Il y a des cours avec lesquels j'ai beaucoup accroché et du coup, c'était pas dur parce que quand même, il y a un moment où on se rend compte que dans certaines disciplines, on a plus d'intuition que dans d'autres. Oui. Et donc là, les choses se font naturellement. Et puis, d'autres choses qui restent très obscures, soit parce que ça n'a pas toujours été hyper bien expliqué, soit parce qu'on n'a pas la fibre pour ça, soit les deux. En général, c'est une conjonction des deux. Voilà, donc je peux pas vraiment répondre à ça. Après, il y a un truc quand même qui m'a un peu étonné à l'école normale, c'est qu'effectivement, il y avait des gens qui arrivaient de toutes les prépas, et j'ai vu arriver des gens qui venaient de prépas sans doute plus compétitives, et je trouvais finalement qu'il y avait presque plus de compétition, alors qu'il y avait pas de concours à la fin, que en prépa. Donc ça, moi, ça a été un petit peu, le début pour ça a été un petit peu difficile, d'avoir l'impression de recommencer, en fait, un système, voilà. Bon, après, ça, c'est limité essentiellement à la première année, puisqu'après, chacun part dans sa direction. Ouais, j'ai trouvé qu'il y avait encore un petit peu de ça, de gens qui essayaient d'en mettre plein les yeux à tout le monde. Voilà, c'est tellement pas ma façon de concevoir la science que pour moi, ça reste toujours étrange, même avec, 25 ans ou même un peu plus de recul. Ok, et donc tu as parlé un petit peu de la pluralité des choses que tu as étudiées. Est-ce qu'il y a un cours qui t'a marqué particulièrement ? Il y en a plusieurs. Donc moi, j'ai un goût plutôt pour l'analyse. Et voilà, j'ai des enseignants. Alors, je sais pas si c'est le moment de donner des noms, parce qu'après, si on en oublie, c'est toujours. Mais disons qu'il y a, j'ai trouvé des enseignants avec des charismes différents, c'est-à-dire qu'il y en a qui m'ont beaucoup plu justement par leur côté presque très bourbakiste, c'est-à-dire très d'expliquer les choses par le menu, tout bien hyper carré, et voilà, et c'est encore rassurant quelque part quand on commence. Puis d'autres qui se permettaient un petit peu plus de fantaisie, et c'est chouette aussi parce que ça donne l'idée que c'est pas une discipline qui est enfermante. Donc quelque part c'est parce qu'il y a un mélange de tout ça qu'on a un bon équilibre. Et puis ce que moi j'ai beaucoup apprécié à l'école normale, c'est qu'il y avait cette proposition de double cursus en maths et physique. Mm-hmm. Donc de pas être obligé de choisir, pour moi c'était un choix qui était difficile, que j'ai jamais vraiment fait, puisqu'aujourd'hui je fais encore des maths qui sont à la limite avec la physique. Donc voilà, la possibilité de faire les deux à la fois. Et puis en particulier, il y avait des cours spécifiques à ce cursus avec des matheux et des physiciens qui essayaient vraiment finalement de parler de la même chose avec leur culture différente. Ça, moi, j'ai trouvé que c'était très enthousiasmant en fait, parce que on voyait que justement dans la diversité, il y a une grande source à la fois de problèmes et de créativité. Donc, pour moi, cet aspect-là est très important. C'est marrant, il y a un truc qui m'interpelle, mais qui correspond un peu à ce que j'essaye d'expliquer aux jeunes quand je vais dans les lycées, etc. C'est que beaucoup de tes réponses à propos des maths passent par les personnes. Tu as eu un goût pour les maths qui est apparu
avec ton prof de sup, quand je te demandais les cours qui t'ont marqué, t'as parlé des profs qui les donnaient avec leur approche, etc. Donc c'est un des points que j'aime bien mettre en avant aussi, c'est que évidemment qu'on est là parce qu'on aime les sciences, mais on est aussi là parce qu'on a rencontré certaines personnes à un moment et par, comme tu dis, le charisme ou l'approche un petit peu originale des gens. C'est aussi une aventure humaine, en fait, de faire des sciences. Et je trouve que c'est pas si souvent que ça mis en avant. Moi, je dirais même c'est surtout une aventure humaine. Non, mais moi, je crois pas tellement à la science désincarnée. Donc, en tout cas, moi, c'est pas du tout ma façon de fonctionner. Faut faire attention. Hein. Je dis pas que la subjectivité rentre après dans les résultats. Je pense que pour ça, les maths, c'est quand même une discipline qui est particulièrement objectivable. Enfin, parmi toutes les sciences, même, c'est probablement une qui est la plus. Mais il reste une part de subjectivité qui est grande, qui est celle des thématiques de recherche, d'un sujet, des collaborations, de la façon de rédiger aussi, de la façon de transmettre. Donc oui, il reste. Voilà. Puis je pense que la vie en général, elle est faite de rencontres. Donc on peut pas retracer une vie juste avec des faits qui seraient complètement objectifs. Enfin, même si une rencontre, c'est quelque chose qui est objectif. Ok, et donc tu l'as abordé, c'est justement un des points que je voulais mentionner. Donc, en gros, quand t'es arrivé là-bas, ta deuxième année, la même année, t'as passé ton master de maths, de physique et l'agrégation, tout ça la même année, il me semble. Ouais, mais ça, c'est parce que j'ai fait l'agrégation pas très sérieusement. Moi, ça m'intéressait pas plus que ça d'aller enseigner en lycée. Peut-être qu'aujourd'hui, je ferai un choix différent, je ne sais pas. Mais en tout cas, à ce moment-là, moi, ce qui m'amusait, c'était d'aller faire joujou avec les maths. Donc voilà. Et puis peut-être aussi un manque d'intérêt, de curiosité pour certaines sous-disciplines des maths que, pareil, aujourd'hui, je fais pas forcément le même choix que je ferais. Mais voilà, donc j'avais pas une motivation très forte pour aller passer la grègue et surtout pas de motivation du tout pour aller me remettre dans un système de concours, etc. Donc voilà, c'était pas obligatoire, mais quand même c'était plus que recommandé. Donc je l'ai fait mais voilà, je peux pas dire que j'ai fait ça très sérieusement. Par contre, effectivement, j'ai fait des maths et de la physique. Parce que j'arrivais pas à choisir, parce que j'avais pas envie de choisir en fait, et ça pour le coup je regrette pas du tout, c'est-à-dire que je pense que aujourd'hui ça me permet d'avoir quand même cette culture un petit peu physicienne qui me permet de discuter avec beaucoup de collègues, et ça c'est une grande richesse. Non seulement ça permet de discuter, comme tu disais, avec les collègues, mais est-ce que tu penses pas que ça t'apporte d'autres choses, par exemple une certaine intuition? Il y a un certain nombre de résultats qui sont purement mathématiques, mais qui correspondent, puisqu'on fait des mathématiques appliquées, toi comme moi, ça veut dire que les maths qu'on fait derrière, ça correspond à des quantités concrètes. Donc toi, c'est plutôt appliqué à la physique, donc ça représente quelque chose physiquement. Donc il y a des choses qu'on essaye de démontrer mathématiquement, mais qui correspondent à des réalités physiques. Les concepts d'entropie, par exemple, qui permet de mesurer le désordre, on va dire en physique, c'est quelque chose de concret chez eux, et nous, c'est une quantité mathématique. Et donc, on voit des correspondances entre ce qu'on trouve mathématiquement et ce que la physique permettrait d'obtenir. Donc, est-ce que tu penses pas que ça t'apporte d'autres choses? Complètement. En fait, je pense que ça ne surprendra personne. Les maths, c'est une science relativement abstraite. C'est même peut-être la science de l'abstraction. Pour moi, essentiellement, c'est un langage. Donc, et évidemment, alors c'est très difficile d'analyser ce qui se passe dans la tête des gens quand ils réfléchissent. Je pense que c'est un exercice que chacun peut essayer de faire, prendre une page de journal, essayer de la lire et essayer de se figurer ce qu'il a comme image dans sa tête au moment où il lit. Et c'est un exercice très difficile en fait de décrire ce qui se passe dans sa propre tête. Hein. Donc voilà, donc c'est une discipline abstraite, et donc en fait chacun dans sa tête a des représentations qui sont plus ou moins conscientes. Pour moi, clairement, les représentations des objets que j'ai, elles viennent de la physique. Donc moi j'ai besoin de faire des petits dessins, et très clairement
ou quand je pense que presque tous les résultats de maths que j'ai démontrés, je pourrais donner pas forcément une interprétation physique, mais une représentation physique des objets qui sont sous-jacents. Donc pour moi, c'est effectivement quelque chose qui fait prendre forme à ma pensée. Donc oui, c'est beaucoup plus. C'est plein de choses, c'est-à-dire que à la fois les problèmes que je regarde souvent sont issus de la physique, hein, mais quelque part la réponse que j'y donne, et même si c'est une réponse sous la forme d'un théorème, d'un énoncé mathématique dont un physicien dira peut-être que c'est complètement obscur, je pense d'abord être capable de pouvoir le traduire en termes physiques. Et puis moi, ce qui m'a conduit le cheminement de ma pensée, très souvent, ça vient de la physique. Donc oui, c'est quelque part, ça fait partie complètement de ma façon de penser. C'est peut-être aussi pourquoi tu as fait le choix de plutôt partir sur des mathématiques appliquées plutôt que des mathématiques fondamentales qui sont elles Alors, plus abstraites. j'aime pas trop la distinction mathématiques appliquées, mathématiques fondamentales, parce que je pense que les maths que je fais, alors elles sont souvent rangées effectivement dans la catégorie de maths appliquées, ne sont appliquées à rien du tout. C'est-à-dire que ça reste extrêmement théorique quand même. Donc moi je préfère plutôt l'idée de maths qui sont à l'interface avec la physique. Ça c'est vraiment la réalité. Donc je sais pas, j'imagine qu'on viendra à décrire un peu plus de maths plus tard, mais essentiellement il y a deux grosses composantes dans mon travail. Une partie qui concerne la physique statistique, c'est-à-dire comment est-ce qu'on décrit un grand système de particules par exemple, ou de particules chargées, etc. de façon statistique. Donc ça on voit bien que c'est des problèmes qui interviennent dans la dynamique des gaz, des plasmas, dans les environnements planétaires. Donc oui, il y a un lien clair avec la physique. L'autre partie de mon travail est plus sur la mécanique des fluides et en particulier sur la dynamique des océans. Donc là encore, on voit qu'il y a une frontière très ténue entre ce qu'on peut faire des points de vue des maths et du point de vue de la physique. Et d'ailleurs, il y a un certain nombre de travaux que j'ai fait soit carrément en collaboration avec des physiciens, soit en tout cas avec des discussions pour discuter au moins du problème, des questions qui sont ouvertes, des questions qui sont pertinentes aussi. Il y a des questions qui sont pour un problème qui vient, je sais pas, par exemple de mécanique des fluides. On peut se poser des questions mathématiques qui sont pas forcément des questions qui intéressent les physiciens. Donc voilà, moi j'essaye plutôt d'aller vers des questions qui ont un intérêt pour le physicien. Donc voilà, moi je suis sur une discipline des maths qui est vraiment en interaction avec la physique. Pour autant, c'est pas du tout appliqué parce que si on regarde, par exemple, j'ai regardé la physique statistique, je demande des théorèmes quand le log de n est très grand, et ça voudrait dire que n est beaucoup plus grand que le nombre de particules dans l'univers. Donc c'est pas appliqué parce que juste c'est pas pertinent, même si le problème était inspiré de la physique, et même si de fait il donne quand même un éclairage sur la physique. Il n'est pas appliqué parce qu'il donne pas une solution à un problème appliqué, qui est de savoir qu'est-ce que je fais comme code pour modéliser mon océan ou mon gaz. Donc, je trouve que cette distinction de maths appliquées versus maths pures est pas complètement pertinente. Il peut y avoir des maths qui sont dites maths pures, qui sont de la crypto et qui ont des applications beaucoup plus directes. Donc voilà, je trouve juste qu'il faut être peut-être plus précautionneux avec la terminologie, parce qu'on a vite fait de mettre des frontières en plus qui sont trop souvent étanches. J'aime pas trop la dualité, disons. Ouais, je comprends. Moi-même, quand je dis maths appli, souvent je dis il y a maths appli et maths appli, parce qu'en fait ça couvre un peu tout. Donc je comprends tout à fait et je partage, à dire vrai, ton analyse. Ok, donc très bien. Donc on en était à ton master, et donc 96, je pense, le début, 96-2000. Je sais pas exactement quand tu as commencé. Ouais, j'ai commencé ma thèse en 96. J'ai pris mon temps. Donc, doctorat de mathématiques à l'université Paris 7, sous la direction de François Gols, dont le titre est « Études mathématiques de comportement asymptotique en dynamique des gaz et des plasmas ». Donc, avant que tu nous en dises plus, d'abord, ça m'intéresse de savoir comment le projet s'est monté. Comment tu as rencontré François et comment tu t'es retrouvé à travailler sur ce type de problème ?
Alors, il y a plusieurs réponses à ça. La première, c'est que j'ai rencontré François parce qu'il était, c'est lui qui faisait le premier cours d'analyse en première année à l'école normale. Donc, je l'ai eu comme prof. Je pense que c'est quelqu'un qui est, pour le coup, extrêmement pédagogue, extrêmement clair. Il y a rien qui dépasse. C'est toujours un petit bijou ces cours. Donc, c'est peut-être l'occasion aussi de le remercier pour moi et pour tous les autres. Je pense qu'ils ont pu apprécier ces cours. Je crois même que c'est lui qui m'avait fait passer le concours. Lui s'en souvient, mais moi j'en ai aucun souvenir. Donc, voilà. Et puis après, François, lui, il a cette. Moi, quand j'ai choisi une thèse, ce qui est important pour moi, c'était de trouver un sujet qui soit à l'interface entre les maths et la physique, puisque, comme j'ai dit, j'avais pas envie de choisir. Alors j'ai choisi quand même un petit peu, parce que j'ai choisi de faire une thèse de maths et pas une thèse de physique, parce que quelque part, je suis plus à l'aise avec les méthodes des maths. C'est-à-dire que à la fois les problèmes de physique m'intéressent plus quelque part que des problèmes de maths complètement théoriques et déconnectés de, je dirais, du monde réel. Mais en même temps, je vois bien que j'ai pas forcément l'intuition ou la facilité à faire certaines approximations, ou voilà, j'ai pas forcément ce sens physique. Pour moi, les maths, c'est quelque part, je me sens plus en sécurité. Donc j'ai choisi du coup de faire plutôt des maths avec une interface avec la physique plutôt que de la physique avec l'interface avec les maths. Voilà. Et puis après, du coup, à ce moment-là, il y a quelqu'un d'autre, je pense, dont je ne peux pas ne pas citer le nom, qui est Yann Brenier, qui faisait le deuxième cours d'analyse, le cours d'analyse fonctionnelle. Pareil, qui est alors un peu plus artiste, je pense, Yann, que François, un petit peu plus, mais voilà, un cours qui moi, en tout cas, m'a passionné. Et je pense qui a passionné beaucoup, puisque dans les années où moi j'étais élève, il y a quand même beaucoup de gens qui sont partis faire de l'analyse par rapport à d'autres années. Donc je pense que voilà, c'était une équipe gagnante quelque part. Donc il y avait François, Yann et puis Henri Berestiki qui faisait un cours justement le cours maths physique. Donc voilà, je pense que c'est des gens qui ont beaucoup de charisme, qui sont vraiment des très bons enseignants. Et du coup, dans l'année où moi je suis, on est très nombreux à être partis faire de l'analyse, ce qui est relativement rare. À l'école normale, il y avait toujours cette idée il y avait quand même justement cette idée que les maths pures, c'est des maths plus belles et plus prestigieuses et plus honorables que les maths appliquées. Donc il reste encore un petit peu des restes de cette tradition que je comprends pas forcément, mais voilà. Donc je dirais que à l'école normale supérieure rue d'Ulm, il y a toujours eu cette idée que si on était vraiment un bon élève de la rue d'Ulm, on allait faire plutôt de la géométrie algébrique ou de la théorie des nombres que de l'analyse. Mais n'empêche que pendant les années où moi j'étais élève, il y a quand même beaucoup de gens qui sont partis faire de l'analyse et pas forcément que la promo. Donc voilà, donc je pense qu'il y a quand même une part de responsabilité positive des gens qui enseignaient à ce moment-là. Et donc voilà, donc je suis allée voir Yann, et c'est Yann qui, ça c'est, je pense, une des très grandes chances d'être élève dans une école normale par rapport à être élève à l'université, outre le fait qu'on est en petit groupe, avec plein de TD, des gens on a surtout des gens qui suivent notre parcours et qui peuvent nous conseiller à chaque moment justement où il y a des choix à faire, des choix de stage, des choix de thèse. Et voilà, et Yann, je pense, c'est lui qui m'a suggéré d'aller voir François, et voilà, donc je les remercie tous parce que c'était une chouette idée, c'était en tout cas un chouette sujet, et même si le début de la thèse n'a pas été forcément évident, parce que François, il est quand même assez impressionnant. Ok, bon, on reviendra sur comment s'est déroulée la thèse, mais du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu en quoi ça a consisté, quel problème tu as regardé? Alors, j'ai regardé essentiellement un certain nombre de choses, mais je vais me concentrer sur 2 types de problèmes, parce que peut-être c'est plus facile à expliquer. Donc, le premier problème que j'ai regardé, c'est un problème qui concerne les plasmas, c'est-à-dire des gaz avec des particules chargées, des électrons et des ions, et qui est un problème qui vient de la physique. À ce moment-là, il y avait un GDR qui s'appelait le GDR Sparsh, qui rassemblait beaucoup de gens qui travaillaient quelque part sur la modélisation de ces plasmas
avec l'idée que c'était la première étape pour aller vers la fusion nucléaire, donc de comprendre comment on accélérait ces plasmas. Et donc la question à laquelle moi je devais réfléchir, c'était qu'est-ce qu'on peut dire d'un plasma, d'un gaz de particules chargées, quand on le met dans un champ magnétique très intense. C'est ce qui se passe quand on le met dans un accélérateur de particules, dans un tokamak. C'est ce qui se passe aussi dans les environnements planétaires, donc il y a des champs magnétiques très forts. Et donc la question, c'est comment se comporte ce gaz de particules chargées, parce que le champ magnétique fait que les particules vont se mettre à tourner très très vite sur elles-mêmes avec un tout petit rayon, ce qu'on appelle le rayon de l'Armor. Et donc finalement ce mouvement très fort imposé par le champ magnétique donne une certaine rigidité à ces plasmas. Et en particulier, ils vont avoir un mouvement qui est extrêmement contraint orthogonalement au champ magnétique. Donc finalement, ce dont on peut voir, c'est que on va les accélérer beaucoup dans la direction, on va pouvoir les accélérer dans la direction du champ magnétique, mais dans la direction orthogonale, essentiellement, ils sont coincés par le champ magnétique. Alors, le problème, c'est qu'ils sont essentiellement coincés, mais quand même, comme c'est des particules chargées, elles créent aussi un champ électrique. Et à cause de ce champ électrique, il va y avoir une dérive dans la direction qui est perpendiculaire au champ. Et ça, cette dérive, en fait, elle est embêtante parce que quand tu te mets dans un tokamak, donc le champ électrique, il te fait aller. Donc un tokamak, c'est comme une grosse bouée. Le champ magnétique fait que tu vas du coup essentiellement avoir un mouvement qui est de te promener à l'intérieur de la bouée. De façon circulaire, mais à cause de cette dérive électrique, eh bien, au lieu de rester bien au milieu de la bouée, eh bien, les particules vont pouvoir dériver un petit peu et finir par taper le bord de la bouée. Et là, comme le problème, c'est que la bouée, c'est pas une bouée, mais c'est un gros tokamak avec des particules chargées. Quand les particules tapent le bord, c'est très embêtant. Et donc, la question, elle était de comprendre justement ce mouvement de dérive qui est dû au champ électrique. Donc voilà, ça, c'était un des premiers problèmes qu'on a regardé avec François. De comprendre son apparition? De pouvoir décrire ce mouvement sans décrire tout le mouvement de toutes les particules. Évidemment, c'est pas ça qu'on cherche à faire. Donc, de comprendre, l'apparition du champ électrique, puisqu'il est auto-induit. Il vient du fait que ces particules chargées créent elles-mêmes un champ électrique. Et puis, comment la combinaison de ce champ électrique et de ce champ magnétique fait que les particules finissent par dériver dans le plan orthogonal au champ magnétique, donc vers les bords du tokamak. Voilà, donc ça, c'était, je dirais, une première partie. Moi, ce que j'ai trouvé super, c'est que grâce à ça, j'ai pu graviter un petit peu dans cette sphère là du GDR Sparch, qui était un GDR pour le coup très interdisciplinaire avec beaucoup de physiciens et de matheux. Et voilà, j'en garde vraiment un très bon souvenir. Et puis peut-être donc je voudrais quand même donner un autre problème parce que c'est un problème sur lequel je travaille encore beaucoup aujourd'hui. Donc voilà, c'est ma thèse. Pourtant, elle a commencé longtemps, hein, mais c'est toujours pas fini vraiment. Qui est donc pour le coup pour des gaz qui sont avec des particules neutres. Donc il y a plus ces effets de champ électrique ou champ magnétique. Donc de comprendre comment on fait aussi des modèles réduits. Parce qu'évidemment, les modèles statistiques de gaz, quelque part en termes de coûts computationnels ou de simulation, c'est très lourd. Hein. C'est parce que on garde quand même beaucoup d'informations sur le gaz, puisqu'on garde à la fois la position et la vitesse des particules, même si on n'en garde qu'une distribution statistique, c'est quand même une description qui est ultra précise. Et donc, qui dit ultra précis, dit ultra complexe, pas forcément facile de voir qualitativement ce qui se passe, ni de le simuler parce que ça a un coût de calcul très cher. Et donc, ce qui se passe, par exemple, quand vous regardez l'air qui est autour de vous, quand vous faites circuler un avion, il est hors de question de simuler toutes les molécules d'air. C'est juste pas possible, et même de façon statistique. Il y a quand même des endroits où c'est important de le faire, typiquement quand on est très près de l'avion, parce que près de l'aile de l'avion, cette description statistique peut être importante. C'est encore plus vrai quand on fait des réentrées de véhicules spatiaux dans l'atmosphère, parce que là, l'atmosphère est très raréfiée. Donc, cette description statistique, elle est pertinente et il y a des endroits où elle est vraiment importante. Mais je dirais après, plus loin de ces bords ou plus loin il suffit d'avoir une description fluide en fait de l'air. Donc de décrire l'air non pas comme un milieu discret avec plein de petites particules, mais comme un milieu continu
où ce qui nous intéresse, comme un fluide, hein, comme de l'eau, où ce qui nous intéresse, c'est la vitesse moyenne de l'air. Donc, si vous ouvrez la porte et vous faites un gros courant d'air, c'est la vitesse du courant d'air. Et puis, sa température, essentiellement, et sa pression. Hein. En gros, un fluide comme l'air, c'est assez raisonnable de le décrire, hein, sans revenir à une description, je dirais, particulière, par sa vitesse moyenne, sa température, qui traduit quand même une quantité microscopique, puisque la température, c'est lié à la vitesse d'agitation thermique des particules. Donc, si les particules vont très vite dans tous les sens, hein, un mouvement un petit peu chaotique, alors la température est très élevée. Si les particules, elles sont figées, elles vont toutes exactement à la même vitesse, ça correspond à une température nulle. Donc, cette température, c'est ce qui reste quelque part de cette distribution statistique quand on veut juste donner des propriétés qu'on appelle thermodynamiques de l'air. Et donc moi, mon travail, il consistait à essayer de comprendre le lien justement entre cette description statistique, donc très complète, très complexe, et puis une description qu'on appelle hydrodynamique ou fluide, avec juste quelques paramètres pour le gaz. Donc il y a deux enjeux à ça. Il y a un enjeu de raccorder des modèles quand on veut faire une simulation, par exemple, qui est de dire, presque partout, je vais utiliser ma description fluide, et puis il y a des petits endroits où j'ai besoin de raffiner, mais il va falloir que je sache comment ça se parle. Donc ça, c'est, je dirais, un enjeu de type applicatif. Et puis il y a un enjeu qui a été souligné depuis longtemps, puisque Hilbert qui avait proposé ce problème au Congrès international de 1900. Donc tous les 4 ans, les mathématiciens organisent un congrès international, et puis de temps en temps, je sais pas si c'est tous les 100 ans, il y a quelques problèmes qui sont déclarés des problèmes importants pour les mathématiques, voilà, qui peuvent orienter un petit peu, je dirais, les recherches. Et donc Hilbert avait posé ce problème de l'axiomatisation de la physique, c'est-à-dire on a à différentes échelles, on a différents modèles. Est-ce qu'ils sont au moins cohérents entre eux? C'est le minimum qu'on peut se poser la question. Au moins, est-ce que si on utilise plusieurs modèles, est-ce qu'on va avoir la même prédiction? Donc voilà, cette question, elle est ouverte depuis longtemps, elle reste très ouverte. Mais voilà, on a fait dans ma thèse, j'ai eu l'occasion de faire un petit pas, puis dans mon habilitation après, notamment avec une collaboration importante avec François, de comprendre vraiment cette transition entre l'équation de Boltzmann, qui est pas vraiment le modèle complètement microscopique, puisque c'est déjà une description statistique, et puis ces modèles fluides, en particulier pour des gaz visqueux. Alors voilà, l'équation de Boltzmann, elle est valide que pour des gaz qui sont des gaz parfaits. Donc voilà, c'est un petit pas. Hein, que les gens ne s'inquiètent pas, il reste beaucoup de travail à faire. mais voilà, c'est un problème qui, quelque part, philosophiquement aussi important. C'est-à-dire, la physique, elle procède... elle fait partie des sciences qu'on appelle les sciences dures, donc des sciences presque exactes. Mais en fait, on se rend compte qu'il y a toute une axiomatique. Cette axiomatique, au fur et à mesure qu'on peut faire des observations de plus en plus précises, on est obligé de la raffiner. On est parti de la mécanique classique, après on a rajouté la relativité, la mécanique quantique, etc. Et donc, il y a un vrai enjeu. Et puis après, comme je dis, il y a différentes échelles pour décrire un même système. Et donc, il y a un vrai enjeu à dire, est-ce que quand on fait ça, on construit un système finalement qui est cohérent, ou est-ce qu'on construit plein de façons de modéliser qui en fait se parlent pas. Donc pour moi, il y a aussi cet enjeu quelque part, je dirais, qui est plus philosophique de qu'est-ce qu'on fait quand on fait de la science, et en particulier de la physique. Mmh. Si je peux donner une image aux auditeurs que je donne en général quand je vais expliquer mes travaux, puisque quelle surprise c'est aussi ces questions qui m'intéressent, on se demande pourquoi. C'est que donc tu as prononcé le mot, il y a 3 échelles de description. L'exemple que j'aime bien donner, c'est celui de la peau, où si on regarde sa peau à l'œil nu, on est à l'échelle macroscopique, l'échelle grossière, qui est ce que toi tu appelles l'échelle fluide. Donc c'est celle qu'on peut avoir expérimentalement pour les gaz, c'est celle que vous pouvez toucher et qui est accessible facilement. Si ensuite vous prenez un microscope et que vous zoomez, vous allez commencer par d'abord voir les cellules qui constituent votre peau.
Vous êtes en fait à une échelle intermédiaire parce que vous pouvez aller plus loin. Celle-là, c'est celle qui correspond à l'échelle que tu as appelée, je crois pas que tu aies prononcé le mot, mais c'est l'échelle mésoscopique cinétique. Donc, typiquement, l'équation de Boltzmann dont tu as parlé, elle se trouve à ce niveau-là. C'est-à-dire que on a une description statistique, même si on ne sait pas exactement où sont les particules une à une. Donc là, c'est ce qui correspond à vos cellules. Et si vous avez un microscope qui vous permet d'aller jusqu'aux atomes. Là, vous êtes à l'échelle microscopique. Vous allez voir chaque atome qui constitue votre peau. Et ça, c'est plutôt les lois de Newton. Donc, comment les particules de gaz vont se déplacer, se comporter les unes par rapport aux autres. Et donc, ta question, c'était de dire, effectivement, philosophiquement, est-ce que on sait lier correctement ces 3 niveaux de description? C'est-à-dire, si on part de certaines équations à une échelle, quelle équation on va récupérer à l'échelle supérieure? Donc, Boltzmann, est-ce qu'on peut récupérer Boltzmann en partant des particules ou est-ce qu'en partant de Boltzmann, on peut récupérer des équations sur les fluides qui sont celles que on s'attend à que le gaz décrive? Donc, c'est ce type de question que tu as fait. Donc, plutôt la deuxième partie, il me semble, dans ta thèse de Boltzmann. La transition entre Boltzmann et effectivement les modèles de la mécanique des fluides. Mais j'insiste sur le fait que cette description de type Boltzmann, elle n'existe pas pour tous les fluides. C'est vraiment pour des gaz dilués et pour un certain nombre de gaz qui ont d'autres propriétés, qui seraient plus denses. Il n'y a pas d'échelle forcément toujours d'échelle intermédiaire. Donc vraiment, on a une constellation de modèles pour décrire les choses, parce que là, on a dit qu'on partait de la mécanique de Newton, mais évidemment, il faudrait raffiner les choses, il faudrait revenir à de la mécanique quantique. Donc voilà, il y a vraiment cette idée, et je pense que c'est important pour ça devrait faire partie de la culture scientifique, pas de connaître ces modèles en détail, mais de comprendre que on a vraiment une myriade de modèles, et que quand on fait et c'est une question qui est importante par exemple pour des gens qui font des modèles de climat. Donc le modèle de climat, évidemment, on va pas revenir à l'échelle de l'atome, mais on revient même pas à l'échelle de 1 mètre ou 10 kilomètres. Donc il y a toujours des choses qu'on met quelque part sous le tapis. C'est ce que les physiciens appellent pudiquement le modèle sous-maille. Donc pour dire qu'il y a une maille à partir de laquelle on décrit les choses de façon assez précise, mais tout ce qui est en dessous, on remplace par des propriétés statistiques, par des lois phénoménologiques, voilà. Et donc je pense que c'est important de comprendre ça, parce que ça a plusieurs implications. Il y a une implication qui est que la physique, du coup, la géophysique, sont pas des sciences complètement exactes. C'est plutôt une science de l'approximation, en fait, de savoir comment on fait une bonne approximation. Et puis après, il y a toutes ces questions plus philosophiques, de savoir de gérer toutes ces incertitudes, et puis de savoir finalement si c'est juste une incertitude ou si en fait, quand on fait ça, on fait quelque chose qui est franchement différent. Donc pour moi, c'est vraiment des questions qui sont importantes, et je pense que même sans en comprendre le détail technique, je pense que c'est important de comprendre l'enjeu, en fait. Quand on fait un modèle de climat aujourd'hui, c'est un modèle, c'est-à-dire qu'il y a plein de choses qui sont sous le tapis et qui sont des sources d'incertitudes, en plus des incertitudes de mesure, en plus des incertitudes de scénario, en plus des incertitudes du calcul qui va fonctionner sur une machine. Il y a vraiment on est limité dans la complexité qu'on est capable de prendre en compte. Ah ouais, c'est vraiment des questions très intéressantes. Alors, tu as mentionné des résultats que tu as obtenus avec François. Je savais pas d'ailleurs les dérivations de Navier-Stokes, si c'était vraiment issu de ta thèse ou si c'est des choses que vous avez fait Non, c'est après. Je crois que je me souviens plus très précisément. Et il me semble que dans ma thèse, j'avais fait ça pour un modèle simplifié de Boltzmann qui s'appelle l'équation de BGK, et qu'après on a réussi à mettre ce même programme en place pour l'équation de Boltzmann avec François, et du coup ça doit être plutôt dans mon habilitation. D'accord. Et donc ça fait partie, il y a pas mal de tes résultats dans ta recherche, mais ça fait partie des résultats qui ont eu une grande portée dans la communauté. Est-ce que au moment où vous les avez obtenus, ou au moment où tu étais en train de travailler dessus, tu percevais déjà leur importance, ou c'est l'accueil de la communauté qui un peu les a mis en perspective C'est des questions... c'est pas très facile, et puis c'est le genre de choses
comme c'est assez subjectif, Oui. quand on le relit 25 ou 30 ans derrière, je me méfie un tout petit peu de cette relecture, parce que la mémoire retient aussi ce qu'elle dit bien. Je pense que quand j'ai démontré ce résultat, qui quand même en essence avait quand même les idées importantes pour BGK, je pense que c'est passé essentiellement inaperçu. Alors François, qui suivait mes travaux de près puisque c'était pendant ma thèse, a tout de suite pensé que peut-être on allait pouvoir faire quelque chose pour Boltzmann. Voilà, quand on l'a fait pour Boltzmann, je pense que ça a eu quand même d'abord parce c'est toujours pareil en fait, un résultat il passe d'autant moins inaperçu qu'il y a d'autres gens qui travaillent dessus. Il y avait c'était un moment où ces questions-là je dirais étaient pas mal étudiées, et la raison pour laquelle c'était pas mal étudié, c'était que peu de temps avant, en fait essentiellement à ce moment-là, Pierre-Louis Lyons a eu la médaille Fields pour un travail qu'il a fait avec Guy Perna sur justement la possibilité de construire des solutions à l'équation de Boltzmann. Et donc l'équation de Boltzmann, c'est une équation qui est bien connue des physiciens, qui est utilisée, comme j'ai dit, pour simuler la réentrée des véhicules spatiaux dans l'atmosphère. Donc on espère quand même que c'est une équation qui est pas totalement déconnante. Voilà, c'est une équation qui est connue donc depuis Boltzmann. Au moment de Boltzmann, elle n'a pas forcément été très bien acceptée, mais enfin aujourd'hui c'est quand même une des équations importantes de la physique statistique. Mais jusque dans les années 90, on savait pas en construire des solutions qui existent pour tous les temps. Donc voilà, du point de vue des maths, c'est vraiment un petit monstre. Et le fait qu'il y ait eu ces travaux sur l'existence de solutions, même si c'est des solutions dans le sens très faible, dont on ne sait pas montrer l'unicité, on ne comprend pas vraiment bien comment elles se comportent, etc., n'empêche que c'était au moins un point de départ pour pouvoir faire quelque chose. Donc je pense que quelque part ces thèmes sont, même si j'ai dit donc l'équation de Boltzmann elle est écrite par Boltzmann en 1872 je crois, le problème de Hilbert de connecter cette équation à d'une part la mécanique microscopique et d'autre part à la mécanique des fluides, c'est 1900. Donc il y a eu un peu des travaux de Hilbert, de Grad, etc. Et je pense que cette question, elle est revenue quand même un petit peu à la mode. Je pense que c'est important de comprendre quelque part comment la science se fabrique, comment on arrive sur un sujet. Je pense que ce sujet est revenu quelque part puisque on savait faire des solutions à cette équation. Donc effectivement, il y avait toute une communauté un petit peu qui commençait à s'exciter sur cette équation, à savoir si on allait pouvoir partir de cette équation et puis retrouver effectivement les modèles connus de la mécanique des fluides. Alors ça, c'est des modèles qui sont encore beaucoup plus anciens, hein. C'est les modèles d'Euler, de Navier-Stokes, donc c'est encore bien avant Boltzmann. C'est parce que c'est aussi une description qui est plus phénoménologique en fait des fluides. Et donc la question de cette transition était quelque part, je dirais, dans les sujets qui intéressaient les gens. Donc quelque part, un résultat, il diffuse d'autant plus vite qu'il y a plus de gens qui sont en train de travailler dessus. Je pense que notamment Pierre-Louis Lyons, qui a travaillé sur donc, les solutions, était intéressé par ces questions de limites hydrodynamiques. J'ai eu la chance qu'il veuille bien faire partie de mon jury d'habilitation. Donc, voilà, je pense que c'est aussi quelqu'un qui avait une certaine reconnaissance internationale. Donc voilà, je dirais que je pense que oui, du coup, ce résultat a eu un certain écho assez vite. Voilà. Alors, je sais pas à quoi il faut le mesurer. On peut le mesurer à plein de trucs, mais je dirais que moi, ce qui m'a le plus touché, c'est le fait, par exemple, qu'il y a assez rapidement un séminaire Bourbaki. Moi, j'aime bien cette idée du séminaire Bourbaki. Je suis pas une bourbakiste forcément fanatique, mais le principe du séminaire Bourbaki, qui est de dire quand il y a un résultat un petit peu important qui sort, alors quelqu'un qui n'est pas l'auteur de ce résultat prend le temps et quelque part l'énergie qu'il faut pour travailler dessus, essayer de se l'approprier et de le resservir sous une forme un petit peu différente. Pour moi, c'est quelque chose qui est extrêmement précieux en fait, parce que c'est finalement la seule façon
dont un résultat peut vraiment rentrer quelque part dans le patrimoine de la communauté, c'est qu'il soit redigéré par d'autres. Et voilà. Donc pour moi, quelque part, c'est presque la plus belle reconnaissance de ce résultat, c'est qu'il a été avec d'autres résultats aussi sur les limites hydro, mais je pense que c'est quand même le fait qu'on ait pu obtenir cette dérivation des équations de Navier-Stokes avec très peu d'hypothèses qui a fait que qu'il a été présenté dans ce séminaire Bourbaki. Donc voilà, pour moi ça veut dire que c'est un résultat qui a été, je dirais, mis dans le patrimoine de la communauté. Pour moi, c'est quelque part les maths prennent leur sens pas si on fait des résultats tout seul et que voilà, même si on va très loin, etc. Mais que à partir du moment où ça rejoint un patrimoine qui est le patrimoine de tout le monde, hein, qui est ce qu'on comprend des sciences. Est-ce que tu te souviens qui a présenté ton résultat à Bourbaki? Je pense que c'est Cédric Villani. Okay. Mais il faudrait vérifier. Ouais. Et alors c'est marrant que tu parles de cette présentation à Bourbaki comme l'une des choses qui t'a le plus touché en termes de reconnaissance, parce que en termes de reconnaissance, je pense qu'on peut en termes de nombre de prix que tu as reçus, enfin il y a quand même une sacrée liste. Tu m'as envoyé ton CV pour que je prépare l'émission. J'en ai découvert d'autres encore. Et quel est ton rapport au prix qu'on a tendance à beaucoup remettre dans la communauté? C'est une question délicate. Je le sais d'une part parce qu'effectivement j'en ai reçu pas mal, et puis parce que une fois qu'on en a reçu pas mal, on se retrouve dans beaucoup de jurys, donc on distribue aussi pas mal. Donc le prix, c'est ce qui est compliqué et ce qui, je pense, est malsain en fait. C'est que le prix appelle le prix. J'aime bien dire ça et je pense que c'est très vrai. C'est-à-dire que c'est toujours plus facile d'aller donner un prix à quelqu'un qui en a déjà plein, parce qu'on se dit bah là on fait pas trop de bêtises, parce qu'il y a plein de gens avant nous qui pensent que c'est quelqu'un qui a fait des trucs super. Donc le premier écueil c'est ça, c'est de dire finalement on va concentrer tous les prix sur quelques personnes. Ça arrange tout le monde parce que ça permet de construire un espèce de star system, et puis notre société elle aime bien ça, donc pouvoir dire regardez, on fait des vedettes dans le monde du cinéma et même dans le monde des sciences, donc voilà, donc nous aussi on est capable de produire des vedettes. Donc la première remarque évidente, c'est que du coup c'est extrêmement disproportionné. C'est-à-dire que la reconnaissance par des prix est pas du tout proportionnée au mérite des gens, mais voilà, il y a cette accumulation de prix sur quelques personnes. Donc ça c'est le premier problème. Donc évidemment avec tous les problèmes qui vont avec, ça génère beaucoup de frustration. Voilà. Il y a un deuxième problème que je trouve aussi embêtant, c'est que la plupart des prix sont distribués à une personne, et ça c'est quelque part une méconnaissance ou peut-être c'est volontaire, j'en sais rien, mais de la façon dont fonctionne la recherche. C'est-à-dire que d'une part il y a des gens qui travaillent tout seul, mais il y a quand même beaucoup de gens qui travaillent en équipe. Moi, j'ai pratiquement tout ce que j'ai fait, je l'ai fait avec d'autres. Et donc, si je reçois un prix et que pour un travail que j'ai fait avec d'autres, c'est pas juste. On devrait recevoir à plusieurs. C'est le cas pour certains prix, c'est pas le cas systématiquement. Et puis il y a une autre dimension, c'est que comme j'essaie de le faire sentir là sur cette question de l'équation de Boltzmann, c'est que un travail, il part pas de rien. On part pas d'une feuille blanche complètement. Alors on part souvent d'une feuille blanche quand on travaille, mais en fait il y a plein de gens qui ont travaillé avant. Et donc quelque part un travail il s'enracine aussi dans ce qu'on fait d'autre. Donc typiquement sur ces questions d'équation de Boltzmann, il y a un concept que t'as évoqué tout à l'heure qui est central dans la question de l'existence de solutions pour l'équation de Boltzmann, qui est la notion d'entropie, et qui est central aussi pour l'étude de ces limites hydrodynamiques. C'est vraiment un outil majeur pour contrôler tout un tas de processus. Et donc quelque part il y a
il y a tout ce qui a été fait avant, et puis il y a aussi cette espèce d'ambiance à un temps donné qui fait que en fait un même résultat pourrait très bien être démontré de façon totalement indépendante par deux personnes à peu près au même moment, ou si c'est pas de chance par un juste avant l'autre, mais du coup qui aura la priorité. Donc voilà, je trouve que c'est important et ce système de prix, je trouve, cache cette réalité du monde de la recherche, qui est que même des gens géniaux, je sais pas, si on demande un scientifique génial, on peut penser à Einstein par exemple. Et ben, dans les travaux d'Einstein, en fait, si on regarde bien, il y a plein de choses avec des, notamment pour lesquelles Boltzmann par exemple a été un précurseur. Donc je dis pas que Einstein n'est pas un scientifique, je veux dire, tout à fait exceptionnel. Mais je veux pousser jusque-là pour dire que d'une part, souvent les gens ne travaillent pas tout seuls, et donc c'est souvent un travail d'équipe, et d'autre part c'est un travail qui s'inscrit dans une histoire. Tout à l'heure je parlais de patrimoine, voilà, c'est une construction qui se fait dans le temps et sur une très longue durée. C'est pas la durée d'une carrière scientifique ou de quelques années. Donc je trouve que voilà, ce système de prix, en même temps, il a des intérêts. Il encourage les gens il met en lumière des résultats qui sont importants, qui font avancer les choses. Mais je préférais qu'on donne un prix pour un résultat et donc à tous les gens qui ont contribué à ce résultat, plutôt que de donner un prix à des gens. Mais ça, c'est difficile de faire évoluer les mentalités. Et puis il y a aussi qu'on le veuille ou non, notre communauté de recherche, elle est immergée dans une société qui a un petit peu cette mentalité-là. Et donc, on peut pas vivre de façon complètement disjointe, je dirais, de ce que sont les standards aujourd'hui. Mais je pense qu'on peut quand même essayer d'infléchir un peu les choses pour que, au moins, qu'on donne une image d'un travail qui est plus collectif. Mmh. Ok. Et donc, pour revenir à des choses un petit peu plus terre-à-terre, pratico-pratiques, comment s'est passée ta thèse, justement? Comment tu l'as vécue? Est-ce que c'est une période qui a été difficile, ou au contraire, t'as tout aimé du début à la fin? Alors, je pense que François aimerait pas entendre ce que je vais dire, mais je vais le dire quand même. Donc, d'abord, il est assez intimidant pour de vrai. Donc, je me souviens qu'au début, je le croisais dans le couloir, je devais à peine lui dire bonjour. Enfin, voilà, donc c'était pas très facile. En plus, il avait quand même le don de donner des rendez-vous que le samedi matin. Je pense qu'il avait un emploi du temps très chargé. Aujourd'hui, avec le recul, quand je vois comment c'est l'emploi du temps d'un chercheur, je peux comprendre sans doute mieux. Mais voilà, donc ça peut aussi un peu donner l'impression qu'on est toujours à la dernière roue du carrosse. Et je me dis aujourd'hui, quand j'encadre des thésards, que peut-être ils ont cette même impression, que comme j'ai 12 000 responsabilités et que je suis pas très disponible, ils sont à la dernière roue du carrosse, même si c'est vraiment pas le cas. Enfin, en tout cas, je le conçois pas comme ça. Donc voilà, je donne juste ma lecture de quand j'étais en thèse. Voilà, de cette. Donc le début a été un peu raide. En plus, voilà, on commence à apprendre ce que c'est que de sécher, de se tromper, et ça fait partie intégrante de l'activité de recherche, d'explorer des fausses pistes, de rien trouver, de sécher. Voilà, je pense que c'est donc le début d'une thèse, c'est pas forcément facile. Et puis j'avais l'impression de ne pas avoir beaucoup de signaux positifs de la part de François. Donc la première chose que j'ai faite, c'est pas quelque chose que j'ai mentionné tout à l'heure, mais bon, c'était encore une question d'approximation de modèle. Voilà, j'avais un résultat qui était pas renversant, mais qui montrait que l'approximation qu'on appelle isentropique, donc l'entropie est encore dans les parages là, pour Euler, et une bonne approximation dans un certain nombre de régimes. Je lui ai écrit un papier. Puis François a mis ça dans son tiroir en me disant ouais, je vais le relire. Et puis plusieurs mois après, il était toujours dans le tiroir. Je me suis dit en fait peut-être c'est pas du tout intéressant, et peut-être qu'en fait j'y suis pas du tout, donc je serais peut-être mieux de faire autre chose. Donc il y a eu un passage au bout d'un moment où je me suis vraiment posé la question d'aller faire autre chose. Voilà, et puis sans doute une explication avec François qui a été finalement plus encourageant que ce que je pensais. Après, il m'a fait quelques sales coups quand même. Ça, il le sait. Donc à un moment, ce qui a beaucoup débloqué
le problème là sur ces Libitit-Draw et de Boltzmann et puis de BGK pour commencer vers les équations de la mécanique fluide, c'est ce qu'on appelle des lemmes de moyenne. Donc j'ai pas mal travaillé là-dessus, donc je vais pas expliquer là ce que c'est pas très pertinent. Mais voilà, donc et il se trouve que j'avais du coup trouvé un contre-exemple à quelque chose qui avait été soi-disant prouvé par un chercheur russe. Et donc il m'avait un jour expliqué au tableau à ce chercheur qui était en visite que son résultat était faux. Donc j'étais une étudiante, alors en plus j'étais une femme, j'étais une étudiante et visiblement on peut imaginer que le système russe est quand même beaucoup plus mandarinal que notre système français. Et donc voilà, c'est pas l'expérience la plus la plus agréable dont je me souviens. Voilà, je crois que ça le fait encore rire. Bon, maintenant j'en ris aussi, mais sur le moment, c'était voilà. Mais je pense que aussi quelque part au début aussi j'ai pas beaucoup participé, je pense, au début à des conférences, etc. Donc, je dirais que c'était à double tranchant. C'est-à-dire que, à la fois, je pense que j'ai mis plus de temps à m'intégrer dans la communauté, du coup, à avoir d'autres interlocuteurs aussi que François ou que les gens qui avaient le bureau juste à côté de moi. Donc, plus de temps aussi à avoir un retour sur le travail que je pouvais faire. Donc, ça, d'un côté, c'est pas forcément idéal. C'était en partie aussi pour des raisons personnelles, puisque moi j'ai eu mon premier enfant pendant ma thèse, hein, donc j'étais pas forcément hyper disponible pour voyager, etc. Et puis peut-être c'était aussi une volonté de François, et je trouve que ça a quand même, en tout cas une très bonne conséquence, c'est que je pense que j'ai passé 3 années, même 3 années et demie, à travailler vraiment sérieusement sur un sujet, c'est-à-dire pas à m'éparpiller, pas aller regarder des trucs dans tous les sens, pas démontrer un résultat rapidos parce qu'il fallait le présenter à une conférence. Et donc, quelque part, j'ai appris, je pense, à la fois cette idée de temps long, et puis cette idée de oui, on sèche, oui, il y a des trucs qui marchent pas, oui, il y a pas de reconnaissance immédiate, il y a pas de. Donc je dirais voilà, pour moi c'est vraiment un double tranchant. Je sais pas à quel point, il faudrait que je demande à François, peut-être que lui il sait si c'était volontaire ou pas, quelque part de me garder un petit peu en dehors de. Je pense que je suis allée à peut-être 2 conférences en 3 ans et demi de thèse. Et puis des séminaires réguliers, mais et puis j'étais à l'école normale, donc il n'y avait pas forcément beaucoup de thésards sur place. Donc voilà, je pense qu'avec le recul, j'ai été relativement peu exposée à la communauté pendant ces années de thèse. Hein, et après, je pense que c'est bien d'être exposé un peu, parce que ça fait partie du travail, en fait, d'être en lien avec d'autres, et puis mais je trouve qu'on perd aujourd'hui un peu trop cette idée que la recherche, c'est un travail de longue haleine, et puis qui demande d'être longtemps concentré face à son papier, face à des articles, de chercher, de sécher, et ça, je pense que j'ai eu vraiment cette chance d'avoir. En plus, j'avais une bourse de thèse de l'école normale, j'avais aussi beaucoup de temps pour faire ma thèse. Je crois que j'ai eu vraiment cette chance de pouvoir rentrer dans le vif du sujet, et puis de faire ce bras de fer depuis le début. Et voilà qui conclut cette première partie de notre entretien. Dans la seconde partie, on continuera à revisiter la carrière de Laure en revenant sur les différents postes qu'elle a obtenus, avec son éclairage sur la raison de ses choix. Elle nous livrera également sa vision du métier de chercheur et chercheuse en mathématiques et de son évolution au cours du temps. Je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour la seconde partie. D'ici là, je vous remercie d'avoir écouté l'épisode et d'être resté jusqu'au bout. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à aller mettre 5 étoiles et laisser un avis sur Apple Podcast et Spotify. Ça prend très peu de temps, mais ça m'aide énormément avec nos amis les algorithmes. À bientôt dans le prochain épisode.